Bonjour à toutes et à tous. Nous pouvons commencer. Dans un premier temps, je voulais vous remercier d'être présents à cette conférence et je voulais remercier tout particulièrement notre intervenant Henri Oberdorf, qui est professeur émérite de l'Université Grenoble-Alpes, directeur honoraire de l'Institut d'études politiques de Grenoble, directeur honoraire de l'école doctorale de l'EPA de Grenoble, directeur du master en études internationales et européennes de l'IEP de Grenoble, et ainsi de suite, l'auteur de multiples ouvrages sur les questions européennes, qui va nous parler de l'européanisation des droits nationaux, un sujet qui paraît très technique mais qui nous concerne tous. Parce que justement, il va nous expliquer ce qu'est le processus d'européanisation, ses mécanismes, et il va nous expliquer comment l'Europe intervient dans notre quotidien, dans notre façon de consommer, dans notre façon de voyager. Voilà, donc je vous laisse la parole sans plus tarder. Merci Katia, et merci d'être là sur un sujet, il est vrai, assez austère, l'européanisation des droits nationaux. Mais si on regarde tout simplement les statistiques sur les actes législatifs de l'Union européenne, eh bien, si je prends les actes législatifs de 2018, il y en a eu près de 500 actes législatifs de l'Union européenne, dont une centaine pour modifier les actes précédents, mais c'est très régulièrement. Et là, dès 2019, il y a déjà eu toute une série d'actes à caractère législatif. Alors, c'est vrai que ces derniers temps, on parle beaucoup des élections européennes, des interrogations sur la participation électorale, on entend les opposants à la construction européenne, on parle de déficit démocratique, toute une série de sujets. Et d'une certaine manière, on dit tout de suite, l'Europe c'est très compliqué, c'est illisible. Alors c'est vrai qu'il y a des eurobaromètres tout à fait précieux qui nous montrent, non pas les inquiétudes, mais au fond les interrogations sur la construction européenne. Ce qu'il faut voir, c'est qu'au fond, nous sommes dans un espace de plus en plus juridiquement organisé. Et le droit est un outil remarquable de la construction européenne. Remarquable, ce n'est pas un jugement de valeur, c'est simplement un outil très important de la construction européenne. Et au fond, l'outil juridique est l'élément déterminant qui permet de construire une société qu'on pourrait qualifier d'européenne, transnationale, sous le fondement juridique. Et on a un sentiment parfois étrange, si l'Europe politique a du mal à se construire, à aller vers même une idée, pourquoi pas fédérale, et ainsi de suite, eh bien l'Europe juridique se poursuit quotidiennement, régulièrement, au sein des institutions européennes. Et cette Europe juridique se traduit incontestablement par l'européanisation des droits des États membres. L'espace de liberté, de sécurité et de justice, qui est l'espace que l'on connaît le plus pour l'Union européenne, c'est un espace de droit, bien évidemment. Alors, il y a tout un débat sur ceux qui observent ce sujet, sur, au fond, les pourcentages de droits européens qui s'imposent aux droits nationaux. Alors, par exemple, Jacques Delors avait dit, lorsqu'il était président de la Commission européenne, 80% du droit national est sous influence européenne. Il exagérait, mais il imaginait qu'il y avait un processus en quelque sorte. Alors des études plus sérieuses ont été faites sur ce registre-là, et des études ont considéré qu'au fond, globalement, la moyenne, c'est 20% du droit national sous influence du droit de l'Union européenne. Mais ce type un peu général de 20% moyenne d'influence, eh bien, ne traduit pas forcément les secteur par secteur. Et il y a des influences, les domaines les plus européanisés, c'est 45% du droit européen qui s'impose au droit national. 45%, le droit national est influencé par le droit européen. C'est dans les domaines, par exemple, de la banque, des finances, du commerce extérieur, de l'agriculture, voire de l'énergie. Pour l'énergie, c'est 20% du droit national sous influence européenne. Dans le domaine de l'agriculture, c'est quasiment 40% du droit national sous influence européenne. Et dans le commerce, on est au-delà de 40% d'influence. C'est un élément fort. En revanche, si on prend le droit de la culture, eh bien, c'est à peine 2,5% du droit de la culture nationale sous influence européenne. C'est vraiment en fonction des secteurs. Et puis, ces statistiques ne révèlent pas forcément tout, puisqu'il y a aussi au fond des adaptations du droit national à des obligations européennes, voire même à des actes non contraignants de l'Union européenne. Le droit national
en quelque sorte, s'adapte à le fait d'être un État membre de l'Union européenne, sans pour autant qu'il y ait une obligation directe d'appliquer le droit européen. Et incontestablement, les législations nationales sont sous influence du droit de l'Union européenne. Alors que ce soit au travers des directives, que ce soit au travers des règlements, que ce soit au travers d'autres actes d'exécution aussi, l'influence est non négligeable. Et par exemple, un sociologue allemand, Ulrich Beck, qui avait écrit un travail tout à fait intéressant pour un empire européen, Ulrich Beck dit la chose suivante: on ne peut pas assimiler l'Union européenne à un système fédéral, mais l'Europe c'est quoi? L'Europe c'est l'européanisation. Pour Ulrich Beck, sociologue et spécialiste en quelque sorte plutôt de sociologie, l'Europe c'est l'européanisation parce que les États ont décidé de se plier à des décisions qu'ils ont prises en commun avec les institutions européennes, mais eux-mêmes sur ce registre. Alors, on est dans un dispositif en quelque sorte qui touche tous les droits, et pas seulement les droits liés au marché, mais tous les droits sont influencés plus ou moins fortement, bien sûr. Et paradoxalement, l'Union européenne n'est pas une fédération, n'est pas un État fédéral. Juridiquement, ce n'est pas une fédération, ce n'est pas un État fédéral, mais son droit fonctionne comme dans un système fédéral. Son droit s'impose aux États membres comme dans un système fédéral. Le droit de la Fédération des États-Unis d'Amérique s'impose aux États membres de cette fédération. Eh bien, là, on n'est pas dans une fédération, mais une influence du droit tout à fait importante. Et beaucoup considèrent qu'au fond, l'Europe, c'est une puissance normative. Ce matin, on interrogeait un spécialiste des relations internationales, Jean-Jacques Roche, qui continuait à dire, au fond, l'Europe, c'est un nain politique. Et il a rajouté un peu, c'est une larve militaire. Mais si on compare à la puissance, alors là, la puissance normative est tout à fait indéniable et tout à fait importante. Et ça a été voulu dès l'origine de la construction européenne. Au fond, ça a été voulu comme une forme d'engrenage juridique. C'est la logique qui a été initiée par ces fameux pères fondateurs qu'on utilise très souvent aujourd'hui, Jean Monnet, Robert Schuman. Au fond, ces pères fondateurs ont considéré qu'il fallait créer un édifice juridique qui progressivement s'impose aux États membres. Un édifice juridique qui progresserait de manière discrète. On disait même qu'ils pourraient contourner discrètement la souveraineté des États membres. C'est parce qu'on les contournait discrètement que les États membres étaient d'accord. Ils n'ont pas forcément mesuré à l'origine les conséquences de leur choix, ces États membres, mais c'est un élément important. En effet, les États membres, dès l'origine, même quand il était seulement 6 États, ont voulu, au fond, une intégration par le droit. Voulu une intégration par le droit. Ils ont accepté dans les traités les effets, à l'époque, du droit communautaire sur leur propre droit, pas forcément en mesurant toutes les conséquences. Mais lorsque, par exemple, un État veut quitter l'Union européenne, et vous voyez comme c'est difficile de quitter l'Union européenne, eh bien, le Royaume-Uni est obligé d'enlever de son droit, si quitter, on est très loin de cette solution finale, mais il faudrait enlever 18 000 règlements et directives dans le droit britannique. L'enlever. C'est déseuropéaniser le droit britannique. Alors que c'est un droit qui n'est pas un droit continental, c'est un droit très spécifique. La common law est très différente du droit continental, qui est un droit écrit, et pourtant les Britanniques ont aussi appliqué. Et parmi les États qui appliquaient le mieux le droit de l'Union européenne, parmi les premiers États, le Royaume-Uni, le meilleur, l'État qui appliquait le mieux. La France, c'est plutôt dans la moyenne pour appliquer le droit de l'Union européenne sur son propre sol. Or, les Britanniques voulant quitter, il faut déseuropéaniser leur propre droit, ce qui n'est pas une mince affaire. C'est très bien pour les avocats britanniques. Ils ont un travail énorme, le Parlement britannique a un travail énorme, et ils en sont peut-être très, très contents. Alors, c'est vrai que on est dans la logique, en quelque sorte, de l'engrenage, du spillover, c'est les formules qui sont utilisées pour cela. Parce que dès que vous créez un grand marché, et que vous supprimez les effets des frontières du grand marché, on ne supprime pas les frontières, elles sont toujours là, bien évidemment, mais les effets des frontières, vous entraînez automatiquement la libre circulation des personnes, des services, des capitaux, des marchandises.
Ce faisant, il faut harmoniser les législations nationales, puisque les entreprises circulent, les personnes circulent, les services circulent, les capitaux circulent. Il faut harmoniser les droits pour permettre cette libre circulation. Et l'on voit bien là encore pour la Grande-Bretagne à quel point c'est très difficile de stopper la libre circulation. Aujourd'hui, les Britanniques voudraient sortir tout en maintenant la libre circulation, ce que l'Europe ne veut évidemment pas sur ce registre. Mais c'est un enchaînement. Alors, au fond, le droit est un outil technique au service de l'idée d'intégration européenne. C'est un droit d'intégration. C'est cela sa finalité extrêmement forte. Et dans ce dispositif, l'Union a besoin des États, les États ont besoin de l'Union. Dans ce processus d'intégration, je dis bien les États ont besoin de l'Union, l'Union a besoin des États dans les deux sens. Et c'est un élément tout à fait important. Il y a une sorte de rapport dialectique entre les États et l'Union européenne sur ce registre. Alors, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a bien une européanisation des droits des États membres, une irrigation systématique des droits nationaux. Irrigation systématique des droits nationaux. C'est à la fois la force de la construction européenne, c'est l'Europe par le droit, et en même temps la faiblesse, parce que si les États sont réticents à appliquer le droit, eh bien ça casse le processus ou ça diminue le processus d'intégration sur ce registre-là. Mais deuxième aspect qui me paraît important d'évoquer, c'est que l'européanisation, ce n'est pas qu'un processus. L'européanisation transforme les droits nationaux, je dis bien transforme les droits nationaux et transforme tous les droits nationaux. Et pas seulement les droits qui concernent le marché. Tous les droits nationaux sont impactés par cette européanisation. Dans un premier temps, vous pouvez penser qu'au fond, le droit communautaire, le droit de l'origine, maintenant on dit droit de l'Union, avant c'était droit communautaire, le droit communautaire, au fond, s'intéressait plutôt au droit privé et à l'intérieur du droit privé, plutôt aux questions commerciales, aux questions d'échange, aux questions de marché, bien évidemment. Et ce qui est assez logique. Et intéresser de manière beaucoup plus modeste les autres droits, qui étaient moins concernés que par cette européanisation. Sauf que la libre circulation a impacté tous les droits. Je vous donne un exemple très simple. On flatte toujours le programme Erasmus, considéré comme le meilleur programme, qui a impacté énormément de jeunes qui ont circulé en Europe. Je dis souvent, le programme Erasmus est la première agence matrimoniale d'Europe. Erasmus a donné naissance à 1 million de bébés. Mais de bébés au sens physique du terme. 1 million de bébés. Sauf ce million de bébés avec 2 parents de nationalités différentes en Europe. Ce faisant, ça a entraîné des mariages, mais bien évidemment des divorces. Ce faisant, comment on divorce et on applique quel droit si on est allemand et français, ou allemande et français, ou ainsi de suite. Bon. Eh bien, il a fallu créer du droit civil pour l'Union européenne pour faciliter le divorce des couples. Alors, ce n'est pas simplement Erasmus, bien évidemment, les couples franco-allemands, c'est les plus nombreux dans le système européen aujourd'hui. Franco-allemand ou germano-français, comme vous voulez, dans les deux sens. Le droit civil a été impacté, le droit de la famille a été impacté. Quel droit de divorce on choisit? Eh bien, quand c'est les franco-allemands, ce qui est amusant à observer, ils choisissent le droit italien, parce qu'ils considèrent que ça va plus vite et c'est plus sympa. Mais il faut aller habiter à ce moment-là un certain temps en Italie pour pouvoir appliquer le droit italien pour faire son divorce. Pourquoi je dis cela? C'est parce qu'on s'est aperçu que le juge allemand disait ceci, et notamment pour la garde des enfants. Le juge allemand disait ben, la garde des enfants c'est la mère, le juge français disait la garde des enfants c'est le père. Ah, alors c'est qui? On ne sait pas, alors comment on va faire? Donc vous voyez, le droit civil est impacté. Mais si on va au-delà du droit civil, c'est un impact sur les constitutions des États membres. Un impact sur les constitutions des États membres, et effectivement, toutes les constitutions des 28 États membres, je dis toujours 28 parce qu'ils sont toujours dedans, les Britanniques, les constitutions des 28 États membres ont pris des adaptations au droit de l'Union européenne. Ils sont venus des constitutions d'États membres de l'Union européenne. Le concept d'État membre de l'Union européenne est un élément important sur ce registre. Alors si on prend le premier point, l'européanisation, l'irrigation systématique des droits nationaux. Alors ça a donné la naissance bien sûr du droit communautaire, et puis on l'appelle maintenant par facilité de langage le droit de l'Union européenne, ou le droit européen aussi.
qui montre qu'on est bien une Europe par le droit, qui repose sur le consentement des États membres. Les États membres ont consenti à créer une Europe par le droit. Alors, ce registre, c'est important. On a, au fond, un processus qui est le meilleur outil de l'intégration européenne. Meilleur outil de l'intégration européenne sur ce registre. Création d'un espace sans frontières intérieures, création d'un marché intérieur, d'un grand marché intérieur. Eh bien, ce grand marché intérieur a facilité, a obligé à des modifications des États. C'est le spillover, j'y reviens pas. Jean Monnet, d'ailleurs, l'expose dans ses mémoires de 1976. Il expose la méthode fédératrice de l'Europe. Pour lui, la méthode fédératrice de l'Europe, c'est le droit européen, qui joue un rôle de système fédéral. Mais il faut regarder aussi les juristes britanniques sur ce point. Lord Denning, qui est un très grand juriste britannique, en 1974, grand magistrat britannique, il dit « Le droit communautaire agit comme une marée montante qui s'engouffre dans les estuaires et remonte les rivières. » C'est un Britannique qui s'exprime, par conséquent, la Tamise est bien évidemment concernée par ce dispositif européen. On rentre à l'intérieur des terres et ce n'est pas à l'extérieur, et il avait parfaitement raison. Alors cette irrigation systématique des droits nationaux s'appuie sur le principe de primauté du droit communautaire sur le droit des États membres. Bien, primauté du droit communautaire sur le droit des États membres. Et c'est le juge européen qui a créé ce principe de primauté. L'arrêt, il est connu de tous ceux qui font un petit peu de droit à un moment donné, qui observent cela, c'est l'arrêt Costa contre Enel. Costa contre Enel, arrêt de 1964. Et je me souviens, à l'époque de certains référendums, il y avait des personnalités intéressantes qui disaient « Mais comment se fait-il que le droit communautaire s'impose de cette manière ?» On leur rappelait simplement regardez un petit peu l'histoire, ça s'est passé en 1964 et la personne qui s'exprimait dans les années 90. Comment se fait-il? 1964, Costa contre Enel. Qu'est-ce que dit cet arrêt Costa contre Enel? Et il est toujours d'actualité, cette jurisprudence. À la différence des traités internationaux, le traité de la Communauté économique européenne institue un ordre juridique propre intégré au système juridique des États membres. Ordre qui s'impose aux États comme à leur juridiction. Nous sommes en 1964, un ordre juridique. Et la Cour considère que c'est très différent du droit international. Ce n'est pas du droit international, c'est du droit de la Communauté économique européenne sur ce point. Les États ont transféré les attributions. Ceux-ci ont limité, toujours les États, ceux-ci ont limité, même dans des domaines restreints, leurs droits souverains, on dit ça en 1964, leurs droits souverains et créé un corps de droit applicable à leurs ressortissants et à eux-mêmes. Et les États ne peuvent pas se prévaloir de leurs propres droits pour ne pas appliquer le droit communautaire. Leur droit doit être de côté au profit du droit communautaire. Pourquoi? Parce que, pour la Cour, le droit ne peut pas varier d'État en État. Que le droit communautaire soit appliqué en Allemagne de cette manière, en Italie de cette manière, en Espagne ou au Portugal d'une autre manière, c'est plus du droit communautaire, c'est du droit national qui n'est pas vraiment communautaire, par conséquent, c'est contraire au principe. C'est une Europe par le droit. Et, au fond, le droit, c'est, on peut dire, introduit dans le droit, dans l'ordre juridique des États membres. C'est le principe de primauté, essentiel. Ce principe de primauté du droit communautaire, il n'est pas aujourd'hui dans les traités. Il n'est pas ni dans le traité sur l'Union, ni dans le traité sur le fonctionnement de l'Union. Le principe de primauté, il n'y est pas. Il n'y est pas, il est simplement dans une déclaration numéro 17 liée au traité de Lisbonne. Déclaration numéro 17, le fait que le principe, je lis la déclaration, le fait que le principe de primauté ne soit pas inscrit dans le futur traité, et c'était celui de Lisbonne bien évidemment, ne modifiera en rien l'existence de ce principe, ni la jurisprudence en vigueur de la Cour de justice. Donc la jurisprudence de la Cour de justice de 1964, au moment du traité de Lisbonne, est bien évidemment d'actualité totale, même si ce n'est pas dans le traité en tant que tel. Aujourd'hui, c'est la jurisprudence et qui l'emporte très largement sur ce point. Et au fond, ce droit, on dit aujourd'hui de l'Union européenne, est un processus d'intégration très fort.
Parce qu'il y a des effets juridiques. Alors c'est toujours un peu de technique juridique, bien évidemment, ce qu'on appelle l'effet direct. L'effet direct du grand parti du droit de l'Union européenne. Je rappelle qu'un règlement européen s'applique directement dans le droit des États membres sans que l'État membre ne fasse rien du tout. C'est le journal officiel de l'Union européenne qui est l'élément déterminant pour chaque État membre. Un règlement est publié. Alors parfois il dit à partir de quel moment il entrera en application. Le règlement général sur les données personnelles, le RGDP en matière numérique, est le seul au monde d'ailleurs de cette nature. Il s'est appliqué dès le mois de mai de 2018, automatiquement. La législation française, loi informatique et liberté, s'est adaptée très lentement, très lentement, à la fin de l'année 2018. Et dans beaucoup d'articles, on fait référence à l'article tant de la RGDP, le règlement général de la protection des données personnelles. Et il y a un contrôle juridictionnel de la manière dont l'État applique le droit de l'Union européenne. Alors, toujours dans cette première idée, on a un processus qui est consenti. Un processus qui est consenti par les États. Il y a une contribution volontaire des États membres à ce processus. J'y insiste. Contribution volontaire des États membres à ce processus. En effet, pour que ça marche, pour que cette européanisation fonctionne d'une certaine manière, cela suppose autre principe, le principe de coopération loyale des États membres. Principe de coopération loyale des États membres, ce sont les États membres qui donnent vie au droit européen sur leur propre sol, dans leur propre fonctionnement, bien évidemment sur ce registre-là, en intégrant ce droit dans leur droit national, je dis bien en l'intégrant dans leur droit national. Il y a une sorte de greffe juridique. Les États membres vont l'incorporer. Et par une sorte d'effet de contagion, un auteur qui a évoqué cette dimension de contagion, la greffe est contagieuse en quelque sorte, c'est-à-dire qu'au fond, le droit va se diffuser dans l'ensemble du droit des États membres. Et c'est un élément tout à fait important, bien sûr. Alors, c'est vrai que cela dépend, et on le dit souvent, cela dépend des compétences de l'Union européenne. Elle n'interviendra par des moyens législatifs, on parle des actes législatifs de l'Union européenne, même si le mot loi n'est pas employé dans les traités. On parle d'actes législatifs, de procédures législatives au niveau de l'Union européenne. Ça dépend bien sûr des compétences. Mais pour que ça marche, il faut une coopération. C'est-à-dire qu'au fond, l'Union européenne a besoin des États membres pour qu'il y ait une exécution de son droit et de ses politiques sur leur sol. Je dis bien qu'il y ait une coopération, une contribution des États membres sur ce registre. Pourquoi? Et ça, c'est le choix initial aussi des années 50 pour la construction. Les États membres n'ont pas voulu doter l'Union européenne d'une administration de nature fédérale. Les États membres ont doté la Commission d'un certain nombre d'agents, bien évidemment, mais cela reste modeste. La Commission n'a pas administrativement les moyens de faire appliquer le droit. Ce sont les administrations nationales qui appliquent le droit. La Commission va vérifier si c'est fait, mais ce n'est pas elle qui peut l'appliquer. Je fais des proportions. Aujourd'hui, le personnel de l'Union européenne, c'est 45 000 personnes. 45 000 personnes, la Commission en a à peu près 30 000, si on prend les chiffres. Je vous rappelle que la commune de Paris, la ville de Paris emploie 50 000 agents, la seule commune. La commune de Marseille en emploie 40 000 agents, une commune. Pour 511 millions d'habitants, on a 45 000 agents à peu près. Si on comprend y compris les agences, donc c'est relativement modeste, ce n'est pas une administration d'exécution. C'est une administration de conception du droit, pas forcément d'exécution. Sauf s'il y a des compétences directes, notamment les financements européens. Là, elle peut les vérifier sur place si les fonds européens ont bien été utilisés, pourquoi ils ont été demandés, pour contrôler en quelque sorte. Hein, c'est les affaires des vaches en carton, des brebis en carton, et ainsi de suite. Dans certains départements français, eh bien, la Commission a vu par avion que les vaches, dans un certain nombre de prairies, plutôt en Corse, plutôt en Grèce, plutôt en Espagne, ne changeaient pas de lieu. Et on s'est aperçu qu'il s'agissait de vaches en carton lorsque l'agriculteur était payé au nombre de vaches. Donc on mettait des vaches en carton.
Mais la vérification sur place, d'abord par avion, ensuite par hélicoptère pour descendre dans le champ pour vérifier qu'il s'agit bien de vaches. Je fais ça parce qu'on tape sur les vaches. Les présidents, quand ils vont au salon de l'agriculture, font à peu près toujours le même geste à l'égard des vaches. Eh bien, sur ce registre-là, on s'est aperçu qu'il y avait effectivement des fraudes. En l'occurrence, elles n'étaient pas réelles. Mais là, c'est la vérification sur place, sur pièce, si l'on peut dire, sur ce plan. Alors, ça repose sur quoi cette contribution? Ça repose sur deux principes. Je l'ai déjà évoqué, le principe de coopération loyale, le principe d'autonomie institutionnelle et procédurale. Coopération loyale, autonomie institutionnelle et procédurale. En effet, lorsqu'on regarde le traité sur l'Union européenne à l'heure actuelle, en vertu du principe, article 4 du traité, en vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États prennent toute mesure générale ou particulière à assurer l'exécution des obligations découlant du présent traité. Les États membres facilitent l'accomplissement pour l'Union des missions de l'Union sur leur territoire. Alors ça, c'est à équilibrer avec donc, la coopération loyale, on coopère, mais dans les deux sens. Coopération loyale de l'Union avec les États, des États avec l'Union. Et dans l'autre principe, c'est le principe de l'autonomie institutionnelle. Principe de l'autonomie institutionnelle. En effet, et la Cour de justice s'est prononcée à plusieurs reprises, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas indispensable ici, mais au fond, la Cour de justice a rappelé que les États membres sont libres de leur propre organisation. Les États membres sont libres de leur propre organisation, sont libres de leur système constitutionnel. Ce qui n'est pas forcément très bien compris par un certain, je ne sais pas, responsable hongrois, par exemple. Il ne comprend pas bien ce que ça veut dire. Alors il se dit, moi j'ai tous les pouvoirs chez moi, je fais ce que je veux en fonction de mon système constitutionnel que j'invente en quelque sorte pour moi-même à un moment donné. On peut avoir ce type de réaction aussi en Pologne sur ce registre-là. C'est-à-dire, au fond, les États membres sont libres de s'organiser à condition qu'elles restent des démocraties, mais que ce soit une monarchie, une principauté, je pense au Luxembourg, les monarchies, il y en a beaucoup dans l'Union européenne, que ce soit des républiques, les États font ce qu'ils veulent. C'est leur histoire, c'est leur système constitutionnel. On veut un régime présidentiel, un régime parlementaire, on fait ce que l'on veut, à condition que ce que l'on fait ne soit pas en contradiction avec les principes de l'Union européenne et avec l'application du droit de l'Union européenne. Les principes d'état de droit, de liberté fondamentale, bien évidemment. Et de ce point de vue-là, au fond, il y a une européanisation qui est en partie surveillée dans son organisation. Pourquoi? Parce que les États doivent soit transposer les directives, soit faire disparaître des législations contraires au droit de l'Union, introduire des normes européennes, adopter des normes nationales complémentaires du droit de l'Union. Et vous avez en France, par exemple, une série de circulaires du Premier ministre, comment on applique le droit de l'Union, une série de circulaires, une abondante série de circulaires sur ce point, qui, au fond, dit comment on transpose bien le droit de l'Union. Et dans les circulaires, de la qualité de la transposition en droit interne, c'est le Premier ministre qui s'exprime, de la qualité de la transposition en droit interne des directives et des décisions cadres, dépendent à la fois la sécurité des situations juridiques et le crédit de la France auprès des autres partenaires européens. Un manquement à ces obligations n'affecte pas seulement notre crédit au sein de l'Union, expose la France à des sanctions contentieuses de la Cour de justice. Et donc si on n'applique pas le droit de l'Union et que la Cour est saisie, eh bien ça peut entraîner des sanctions pécuniaires extrêmement importantes sur ce point. Alors c'est vrai que là, l'autonomie institutionnelle, c'est précieux pour les États. Parce qu'au fond, les États résistent à l'européanisation. Les États résistent à l'européanisation, aux obligations d'européanisation. Et au fond, les États utilisent, et c'est ce que fait M. Orban, les États utilisent la constitution de leur État pour limiter l'européanisation. Je dis bien la constitution de leur État pour limiter l'européanisation, même si c'est contraire au droit de l'Union. Et quand on regarde, j'ai regardé et lu les 28 constitutions, les 27, parce que la Constitution britannique n'existe pas, c'est du droit coutumier et ce n'est pas un droit écrit.
Mais quand vous lisez les 27 constitutions, vous apercevez qu'elles ont toutes des articles faisant référence à l'Union européenne. Et la France a révisé sa constitution pour dire qu'elle est un État membre de l'Union européenne, qu'elle a transféré des compétences à l'Union européenne et qu'elle est soumise à l'Union européenne. Alors, les États l'utilisent un petit peu facilement, d'une certaine manière, sur l'idée d'une réserve de constitutionnalité. Réserve de constitutionnalité, oui, mais là, ça touche au cœur de notre organisation, de notre pouvoir. La Constitution s'impose. Pourquoi? Parce que dans un État de droit, et ça, c'est les contradictions du droit dans le cadre, y compris de l'Union européenne, dans un État de droit, la Constitution est la norme supérieure à toutes les autres normes. Et la Constitution, si elle intègre le droit européen, à ce moment-là, le droit européen est dans la Constitution, par conséquent, il doit être respecté aussi, comme la Constitution, puisqu'il est dans. Et la France a révisé sa Constitution pour avoir ses conséquences. Vous voyez cette dimension. Mais la réserve constitutionnelle, la dernière en quelque sorte, il y a eu toute une série d'arrêts des cours constitutionnels, notamment du tribunal constitutionnel de Karlsruhe, par exemple, qui dit, au fond, l'Union européenne n'est pas une démocratie. Très bien, ce n'est pas une démocratie. Au sens classique du terme, au sens d'un État, ce n'est pas une démocratie. Mais l'Allemagne a décidé de se soumettre aux droits de l'Union. C'est dans la Constitution allemande aussi, bien évidemment, comme dans la Constitution française. Alors, sur la transposition, là, il y a des débats qui n'en finissent pas. Et parce que, au fond, c'est un peu comme le phénomène de greffe. Le droit de l'Union, c'est une greffe. Alors, en matière médicale, des fois, les greffes, ça ne marche pas. Ça entraîne quelques maladies, quelques conséquences négatives sur ce point-là, parce que là, on transpose mal. Et c'est pas simple de transposer, parce que qu'est-ce qu'on demande à un Parlement? Alors aujourd'hui, nous allons discuter de la loi de transposition de la directive numéro tant, du temps et du temps. Eh bien, que peuvent faire les parlementaires? Rien. Ils doivent prendre la directive, prendre les articles de la directive et l'intégrer dans un texte législatif. Ils n'ont pas droit à la discussion puisque la directive a été adoptée par les 28 États membres déjà. Donc ils ne font que transposer. Et pour un parlementaire, transposer un texte qu'on n'a pas vraiment discuté ou travaillé n'est pas enthousiasmant. Pourtant, c'est ça qui se passe, bien évidemment. Et pour un règlement, c'est encore plus compliqué. Et puis alors maintenant, il y a une sorte d'habitude, et la France est très habituée à cela. La France saisit un système qui s'appelle la surtransposition. C'est-à-dire qu'on transpose des choses que ne demande pas l'Union européenne, notamment la privatisation. Ça, alors là, c'est non, je ne vais pas dire gadget, parce qu'on est en train de vendre l'aéroport de Paris, donc ce n'est pas tout à fait un gadget. Mais sur ce registre-là, très souvent, on dit, oui, mais l'Union européenne nous impose de privatiser. Et quand vous regardez la directive, l'Union européenne n'impose rien du tout en matière de privatisation, par exemple, mais c'est très utilisé en France, ça s'appelle la surtransposition. Et alors maintenant, vous avez des travaux à l'Assemblée nationale, la commission des lois de l'Assemblée nationale, qui a adopté un rapport très intéressant sur les moyens de lutter contre la surtransposition, Assemblée nationale 2017, de lutter contre la surtransposition des directives en droit français. Pareil pour le Sénat, surtransposition préjudiciable aux entreprises d'actes législatifs européens. Et la commission dit, mais ça, on n'a pas demandé ça, c'est pas dans le texte, c'est pas, mais vous voulez transposer, parce que c'est politiquement extrêmement habile, c'est pas du droit que je dis là, mais c'est extrêmement habile, parce que ça fait supporter à l'Union européenne. C'est la faute de l'Union européenne. Elle nous oblige à ceci ou à cela. Et donc, ça permet de faire passer des choses franco-françaises sous le drapeau européen. Ah non, non, mais elle nous demande de transposer. Donc c'est très bien, c'est la faute à la Commission. J'ai observé beaucoup de cas de ministres, c'est extraordinaire. Moi, je pense que le train Paris-Bruxelles, c'est un train schizophrénique. C'est tout à fait passionnant. On voit des interviews du ministre quand il monte dans le train, à la gare. Il monte dans le train pour aller à Bruxelles. Vous allez voir ce que vous allez voir. Alors à Bruxelles, on va renverser la table, on va imposer ceci, imposer cela. Le soir, il revient au retour. Bruxelles nous a imposé, on n'a rien pu faire d'autre. Et moi, une fois, dans une conférence comme ça, j'ai dit au ministre, « Monsieur le ministre, vous pourriez voter contre ?» Oui, mais vous comprenez, c'est trop compliqué de voter contre, par conséquent, c'était déjà fait. Donc après, je dis que c'est imposé. Et donc là, on voit bien, enfin, l'usage du droit de l'Union comme un élément purement franco-français, germanique, parce qu'il n'y a pas qu'en France où il y a cette manière d'être. Alors c'est vrai que
Le deuxième point, c'était au fond, on est en train, je ne regarde même pas l'heure, 5 minutes. Elle n'est pas venue avec sa pancarte. Bon, la deuxième partie, 5 minutes, mais c'est pas grave, je répondrai aux questions. Sur l'européanisation du droit des États membres, on est en train de confectionner un espace juridique commun. Un espace juridique commun, et ça c'est un élément qui me paraît extrêmement intéressant. Il y a au fond l'apparition d'un droit européen supérieur au droit des États membres. Sur le modèle des États-Unis, un droit fédéral et un droit des États fédérés. C'est ça qu'on le retrouve dans un système fédéral classique. Nous ne sommes pas dans un système fédéral, c'est vrai, mais il y a des conséquences à peu près identiques. C'est l'européanisation du système juridique des États membres. Pas seulement du droit des États membres, mais du système juridique des États membres. Je suis de ceux qui pensent que d'ailleurs, la common law avait du mal à ce niveau-là, parce que culturellement, common law, c'est tout à fait différent du droit continental. Les Britanniques ont toujours dit il y a le droit continental et le nôtre qui est tout à fait différent. Et je pense que sur ce registre-là, c'est un élément fort de leur éloignement. Au-delà d'autres considérations, bien évidemment, sur ce point. Au fond, pourquoi c'est tout le système juridique? Parce que de proche en proche, toute une série de domaines ont été impactés par le droit de l'Union européenne. Quand vous créez de la coopération policière, de la coopération judiciaire, coopération policière, coopération judiciaire, ça a des conséquences sur la procédure civile, la procédure pénale, le droit civil, coopération judiciaire et policière. Je vous rappelle, un policier français, pour poursuivre un délinquant sur le sol allemand, en voiture sur l'autoroute, peut le poursuivre, pas l'arrêter. Seulement des policiers allemands peuvent l'arrêter, mais le poursuivre et informer l'autre de ça. Coopération en matière judiciaire, mandat d'arrêt européen. Le mandat d'arrêt européen a impulsé très fortement les systèmes juridiques et judiciaires des États membres, avec des conséquences tout à fait fortes, bien évidemment, sur ce registre-là. Les constitutions ont été impactées, donc vous voyez, c'est le système qui est impacté. Et un auteur, alors je suis plutôt publiciste, alors je vois les auteurs de droit administratif notamment, René Chaput, l'un des plus grands juristes de droit administratif français, a dit, au fond, on assiste à la dénationalisation du droit administratif. Dénationalisation du droit administratif, il a arrêté d'écrire après parce qu'il trouvait que c'était excessif sur ce registre-là. Mais l'européanisation concerne, je donnais un exemple tout à l'heure avec Erasmus et du droit civil, européanisation du droit des contrats, du droit de la responsabilité civile, du droit des personnes, du droit de la propriété. Il y a l'européanisation aussi sur ce registre-là. Et on est au fond dans une forme de standardisation européenne. Standardisation de quoi? La hiérarchie normative. La hiérarchie normative doit être appliquée dans les 28 États membres. Stop. Ah oui, c'est 2 minutes du coup. Hiérarchie normative dans les États membres. Influence sur la fonction publique. Je suis ressortissant polonais, si je veux devenir fonctionnaire français, c'est parfaitement possible. Fonctionnaire, non pas français, mais fonctionnaire de l'administration française, c'est parfaitement possible. Mais si je suis français et que je veux devenir fonctionnaire en Pologne, c'est parfaitement possible. La nationalité n'a plus d'impact sur ce registre-là, ce n'est pas à négliger. L'ordre public, les services d'intérêt généraux, par exemple, aussi. Et sur ce registre, au fond, vous avez toute une série d'influences, d'impacts et des conséquences sur le système. Et si on y ajoute le fait que nous soyons aussi membres du Conseil de l'Europe, le droit du Conseil de l'Europe et des droits et des libertés fondamentales s'applique aussi aux États membres, puisqu'ils sont membres des deux à la fois. Alors, ça entraîne quoi? Ben, ça entraîne la mise en place d'un droit européen commun. La mise en place d'un droit européen commun, il y a effectivement, et ça ne se développe pas forcément autant que je le souhaiterais dans les facultés de droit par exemple, où on n'expose pas forcément toujours cela. On voit apparaître quoi? Un droit européen des affaires, un droit bancaire européen, un droit européen de la concurrence, un droit européen de l'Union, un droit social européen, bien sûr, un droit pénal européen, un droit civil européen, un droit administratif européen, un droit constitutionnel européen et un droit communautaire des droits fondamentaux. C'est-à-dire qu'au fond, tous les droits sont impactés, mais créent aussi un droit du niveau européen avec une influence très forte.
La conséquence, alors je pourrais plus continuer, un droit européen du transport aérien, un droit européen du transport maritime, un droit européen du transport ferroviaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Un droit européen pour l'aménagement du territoire, puisque c'est les financements européens en matière d'aménagement du territoire qui impactent. Et ça entraîne que l'Union européenne ait été dans l'obligation d'avoir une meilleure rédaction de sa législation, un meilleur droit européen. Et il y a dorénavant un guide pratique pour la rédaction de la législation européenne. Il faut ça rédiger de manière claire, de manière simple, de manière précise, éviter les phrases, les périphrases, les articles trop longs. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment rentré dans les mœurs de la Commission européenne lorsqu'on voit la RGDP. Et tout ça aussi, parce que ce droit, ah non, 0 c'est trop, mais c'est pas suffisant. Parce que ce droit, au fond, d'une certaine manière, ce droit doit s'appliquer dans un monde multilingue, très compliqué. Nous parlons 24 langues. Or, la traduction du droit est extrêmement compliquée, parce qu'un mot dit quelque chose en anglais, dit pas forcément la même chose en allemand, pas forcément la même chose en lituanien, en maltais ou en slovène ou slovaque. Donc il faut avoir des mots qui soient compris par les autres. L'une des conséquences, par exemple, sur le plan juridique, la Cour de justice de l'Union européenne fonctionne en français. La plupart des États ont considéré que le français était sur le plan juridique la meilleure langue. Même les Britanniques ont dit qu'il faut se mettre au français. C'est tout à fait exceptionnel. Et la majorité des fonctionnaires de la Cour de justice sont français, francophones. La conséquence, elle est redoutable. C'est que les juges qui sont choisis doivent apprendre en partie le français, puisque les débats se font en français. Pas forcément toujours, vraisemblablement, parce qu'après il y a des traductions, mais la question linguistique est tout à fait importante, étonnante. Alors, à partir du moment où vous avez cette européanisation, eh bien, il faut savoir ce que c'est, il faut savoir ce qu'est le droit de l'Union européenne, et ma conclusion, c'est que l'Europe par le droit, il faut peut-être européaniser aussi l'éducation civique. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention passionnante. Je pense qu'il y a beaucoup de questions dans la salle qui se lancent. Allez-y, madame. Avec toute cette européanisation du droit entraînée, comment se fait-il qu'un titre de séjour pour personnes étrangères ne soit valable que pour les Français en France, les Italiens en Italie, pour les Espagnols en Espagne? Et en est-il pareil dans les pays de la communauté, ou est-ce qu'il y a certains pays qui reconnaissent plus facilement les titres de séjour? Je ne parle pas de titres de séjour attribués à des personnes de la communauté, je parle de titres de séjour attribués à des extra-communautaires. Pour les titres de séjour, nous avons la liberté de circuler librement. On n'a pas besoin de titre de séjour pour aller ailleurs, hein, entre nous. Là, il n'y a pas de titre de séjour. On va comme on veut, où on veut, quand on veut. Par exemple, du droit au travail lié à des titres de séjour. Oui, alors sur ce registre-là, c'est tout simplement, c'est que les États ne l'ont pas voulu. Il y a toute une série de domaines dans lesquels chaque État membre dit « nous sommes compétents, souverains en matière de circulation ». Alors ça complique terriblement les choses, c'est vrai sur ce registre-là, parce que l'ouverture des frontières à des ressortissants extérieurs, c'est une compétence nationale et pas une compétence européenne. Je dis bien l'ouverture des frontières à des ressortissants extérieurs, compétence nationale, ce qui explique par exemple que la France fasse des contrôles aux frontières franco-italiennes par exemple, en contrôlant, non, c'est en Italie, c'est les Italiens qui doivent s'en occuper, c'est pas les Français. Donc de ce registre-là, la Commission a très souvent dit, il faut avancer sur ce système-là, avoir un droit uniforme des étrangers, d'une certaine manière, sur le sol. Mais tant que les États considèrent que c'est de leur compétence, eh bien, ils insistent un peu sur... Alors, on a des progrès quand même en matière de visas, notamment les visas européens qui ont évolué sur ce registre-là, où ils sont attribués pour circuler sur le sol. Et alors, c'est vrai que la crise, on appelait la crise migratoire qui s'est déroulée 2015-2016 et en partie 2017 aussi, eh bien, on a découvert que sur ce registre-là, ça manquait d'uniformité, en quelque sorte, d'harmonisation des législations nationales. Mais les États étant extrêmement réticents, observez que lorsque M. Juncker a dit il faut une application, une répartition de la charge, est-ce que M. Juncker a dit d'accord, nous allons, parce que le système de Dublin 3, enfin, ainsi de suite, fait que le pays qui accueille sur son sol des demandes d'asile, par exemple, doit traiter les demandes d'asile sur son sol.
Madame Merkel, elle a un peu tout changé par volonté purement humanitaire, j'espère que c'est seulement purement humanitaire, de l'Allemagne d'accueillir beaucoup de personnes sur son sol et de ne pas les renvoyer où ils étaient rentrés, c'est-à-dire en Grèce notamment, ou en Italie, ou dans les États baltes. Et sur ce registre-là, Madame Merkel a dit non mais d'accord, ils n'ont pas été traités ailleurs, mais nous on va les traiter. Voire après on va les renvoyer parce qu'ils ont été aussi, beaucoup d'entre eux, renvoyés. Sauf que dans le système de Dublin, c'est le pays qui voit l'arrivée sur son sol de ressortissants extérieurs, notamment en demande d'asile, c'est lui qui va traiter et une fois que ça sera traité, il pourra circuler. Parce que l'une des difficultés, je ne sais pas, mais l'une des contradictions, ce n'est pas une difficulté, c'est des contradictions. Les États, au fond, vivent un peu sur des contradictions. Ils sont réticents à accueillir, mais une fois qu'on est sur le sol d'un État, on peut facilement circuler dans l'ensemble de l'Union européenne, puisque le système de contrôle peut être allégé de ce point de vue-là si on circule. Mais donc les États sont un peu en contradiction, ils sont réticents à ce qu'il y ait une harmonisation des législations européennes sur ce que vous évoquez comme sujet, et en même temps, ils trouvent qu'on devrait avancer. Alors certains disent, j'ai entendu, je crois que c'est M. Macron, a dit qu'il fallait remettre à plat tout l'espace Schengen. Si vous regardez ce qu'a dit la présidente de la CDU 2 jours après ou 3 jours après, ça c'est un sujet qu'on examinera largement par la suite. Il n'y a que les Français qui pensent ça. Elle a été Madame, comment je sais pas, Karen, son nom m'échappe à l'instant. Oui. C'était une autre question, ça n'a rien à voir. Je voulais continuer sur les surtranspositions à la française. Donc là, en fait, il n'y a pas de contrôle, vous avez dit, du coup. Ça ne fait pas l'objet de contrôle. Ça fait juste l'objet d'un guide, peut-être, vous avez dit, ou je ne sais pas. Mais en fait, parce qu'en France, on est quand même, vous avez dit, des adeptes, et on a du coup quelques petites machinations financières qui se rajoutent à ça. Je pensais par exemple aux compteurs intelligents. Donc c'est un sujet qui est pas mal débattu en France à l'heure actuelle. Donc ça a été imposé aux Français comme tel, alors que la réglementation, enfin je veux dire, ça n'a rien à voir. Je veux dire, alors ils imposent des choses qui vont coûter cher d'une part. En plus, les Français ne sont même pas aux normes au niveau électrique, mais ils arrivent déjà à avoir des compteurs super intelligents. Donc en fait, il y a quelque chose qui... Ouais, voilà. Non, oui. Ah non, mais alors, dans ce domaine, vous savez, quand on voit par exemple la France, par exemple, à la pêche, sur les sujets de la pêche, par exemple, je vous rappelle que les quotas de pêche sont fixés par l'Union européenne et par la Commission européenne. C'est elle qui fixe le nombre de poissons, de thons, de merlans, ainsi de suite, qu'on peut pêcher pour les agriculteurs. Pendant très longtemps, la France n'a pas appliqué les quotas de pêche puisqu'elle a autorisé n'importe quel filet dans les bateaux de pêche. Alors que, liaison avec les quotas de pêche, il faut des filets qui ne prennent pas tel ou tel type de poisson et qui ne peuvent pas, en quelque sorte, aller en l'encontre des quotas qui sont fixés par la Commission européenne. Eh bien, la France a préféré être condamnée par la Cour de justice de l'Union européenne à des chiffres qui sont tout à fait impressionnants, à des millions d'euros. C'est un budget, ça, oui, mais là, je continue sur ce registre-là. La France a préféré être condamnée qu'avoir des soucis avec les pêcheurs. Donc, on laisse faire les fichiers. Si on est condamné, alors là, on dira aux pêcheurs, c'est la faute à l'Europe, puisque l'Europe nous impose des tailles des filets. Ça s'appelle les filets sous taille, c'est la jurisprudence des filets sous taille de la Cour de justice. Et bien, moi, j'avais regardé les chiffres. Si la France avait utilisé, au fond, l'amende qui lui a été, qu'elle a payé d'ailleurs, plusieurs millions d'euros, elle aurait pu permettre à des pêcheurs de se reconvertir. Totalement de se reconvertir et d'être tout à fait à l'aise pour se reconvertir en respectant les questions des filets de pêche. Alors là, si vous voulez, par rapport à ça, et d'ailleurs le budget de l'État français, c'est tout à fait remarquable, prévoit par avance les condamnations de l'Union. Par avance, on sait qu'on va être condamné, par conséquent, on prévoit des sommes pour cela. C'est assez surprenant quand même, assez surprenant, vous n'êtes pas condamné, mais condamné. Bon. Mais sur ce point-là, pour la Commission, c'est un sujet en réalité assez compliqué. Assez compliqué, pourquoi? Parce que si dans le texte est transposé, ce qui est transposé est appliqué. Elle n'a rien à dire. Ce n'est que si la surtransposition est en contradiction avec la transposition. C'est-à-dire si la surtransposition vient rajouter des critères qui n'étaient pas prévus
et qui empêche un bon fonctionnement du droit de l'Union européenne, alors la Commission peut saisir d'abord la France en lui disant « vous devez enlever dans votre législation ceci ou cela ». Je rappelle que la Commission surveille les 28 législations des 28 États membres. Hein. Les États ont tous l'obligation d'envoyer à la Commission les textes de transposition, le travail de transposition, pour que la Commission observe. Et si la Commission constate que, effectivement, la surtransposition est contraire au but recherché par la transposition, et que la France ne réagit pas, la Commission saisit la Cour de justice. Et c'est la Commission saisit la Cour de justice, mais il y a quantité de moments où les citoyens européens peuvent aussi saisir la Cour de justice, d'abord le tribunal, avant de saisir la Cour de justice, le tribunal, et les condamnations, mais les États, alors la France, on a été assez régulièrement condamnés. Parmi les États, disons, les moins condamnés, la Grande-Bretagne. Hein. C'est intéressant tout cela. Les plus, non? Non, c'est les plus. Non, pas les plus, non, l'Italie, il y a aussi de belles choses, la Pologne, il y a de belles choses aussi, la Hongrie aussi, il y a des condamnations, et avec des taux, d'ailleurs, j'exagère un petit peu, c'est un petit peu cynique de dire ça, mais ça alimente le budget de l'Union européenne, c'est très bien. Parce que les États financent encore plus l'Union européenne au-delà de leur propre financement par les amendes. Et les amendes vont au budget de l'Union européenne sur ce registre-là. Mais sur ce registre-là, le droit de l'Union européenne, nous sommes, j'ai dit, c'est une puissance normative, c'est très sérieux. Si vous suivez l'actualité immédiate, sur Google, la Commission a décidé une amende de 17 milliards d'euros. 17 milliards d'euros. Google a déjà été condamné 2 fois à 5 milliards d'euros, 2 fois, Google a payé. Et maintenant, on est dans des sommes qui montent encore, en quelque sorte. Alors là, on va voir comment Google réagit. Google a dit qu'il va faire appel, que ça va compliquer les choses, donc on va aller devant la Cour de justice. Mais les grands opérateurs du monde, d'une certaine manière, créent beaucoup plus la Cour de justice de l'Union européenne que les cours américaines ou d'autres cours sur ce registre-là, parce que les condamnations, quand vous êtes à 15 milliards d'euros, ce n'est pas une petite somme. Si Google est condamné, ça sera 10% de sa recette 2018. Hein. Donc c'est pas à négliger. Pardon, oui. Si un État est condamné à une amende, qu'est-ce qui peut le forcer? Comment l'Europe peut le forcer, l'Union européenne peut le forcer à payer son amende s'il ne veut pas? Objectivement rien, mais ils payent tous. Non, il n'y a pas de cas comme ça. C'est paradoxal. Il y a pas. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? C'est un nouveau recours devant la Cour. Et donc la Cour va condamner l'État pour non-respect d'un arrêt. Ça oui, il y a un recours sur recours. Mais à ce moment-là, la peine va être montée encore. Donc l'État n'a pas intérêt à faire ça. Et sur le plan purement financier, d'une certaine manière, les États payent les amendes. Sauf que dans le deuxième condamnation, quand il y a une deuxième condamnation, alors vous avez des charges qui vont peser par jour de non-respect. Donc 30 jours, 32 jours, 33 jours, chaque jour on augmente d'1 million. Par exemple, si c'est un cas un peu fort. Donc l'État, il n'a pas intérêt. C'est pour ça que la France fait dans ses réserves budgétaires des sommes pour prévoir cette dimension. Non, là, la coopération, elle fonctionne. C'est plutôt la lenteur d'exécution. Vous voyez la directive, parce que la directive, à la fin de la directive, il est marqué, cette directive devait être appliquée à partir du 1er janvier 2018, 2019, enfin, ce que vous voulez. Bon. Alors, assez souvent, la Commission dit, d'accord, c'était prévu le 1er janvier de 2018, par exemple, et nous sommes en avril 2018, vous n'avez pas transposé. Oui, mais l'État dit, oui, non, vous en faites pas, on va transposer, regardez ce qui se passe au Parlement. Parce que là aussi, la Commission a recruté, bien sûr, toute une série de collaborateurs tout à fait précieux qui regardent ce qui se passe dans les parlements eux-mêmes, qui regardent ce qui se passe dans le Parlement, comment est-ce que la directive va être effectivement transposée, est-ce qu'elle va aller dans le sens, en quelque sorte, sur ce registre-là. Parce que la directive est souvent choisie, alors si on regarde les choses, si vous voulez, par exemple, ça a des conséquences. Pour 2018, les règlements du Parlement européen et du Conseil, il y en a eu 28. 28 règlements. Et en directive, il y en a eu 13. Pendant très longtemps, on utilisait plus la directive que le règlement. Parce que la directive est à double détente. C'est un objectif qui est fixé. L'État veut le traduire en fonction de sa législation, va traduire l'objectif dans sa législation, l'incorporer dans sa législation, et en fonction, c'est les objectifs. C'est pas en quelque sorte, on ne prend pas tout, on prend les objectifs et on les intègre dans sa législation.
Mais ça, c'est donc à double vitesse, si on peut dire. Première vitesse est adoptée, ensuite ça doit être transposé, et ensuite surveiller si la transposition s'est bien déroulée. L'avantage du règlement, qui commence à être un peu plus utilisé, quand je regarde 2018, c'est assez net, c'est que le règlement est auto-applicable. Le règlement dit à la fin, le dernier article du règlement, ce règlement sera appliqué à partir du 1er mai de 2018, la RGDP c'est 1er mai ou 30 mai, je ne sais plus, 2018, applicable. Ça veut dire que même si l'État n'a rien fait, un ressortissant français pourra dire « moi je veux qu'on m'applique le droit à l'oubli par exemple, le droit du retrait des informations, je veux qu'on l'applique à moi puisque à partir du 1er mai de 2018 c'était applicable ». Ah, il reste 5 minutes. Ah, mais je ne comprends plus rien. Maintenant, il reste 5 minutes. Ça va pas. Donc, voyez, donc c'est cette dimension et le règlement. Mais l'inconvénient du règlement, c'est que ce règlement, il n'est discuté et négocié qu'au niveau européen. Il n'est pas discuté au niveau national. Alors, il y a néanmoins des adaptations de notre organisation constitutionnelle française, et puis d'autres aussi, bien évidemment, mais peut-être... Au fond, le meilleur exemple, c'est les relations entre l'exécutif et le Parlement danois. C'est les relations les plus performantes et les plus pertinentes en la matière. Hein. Lorsque la première ministre danoise va en Conseil européen, elle planche d'abord devant le Parlement, devant le Folketing, elle planche d'abord devant le Parlement danois. Elle dit ce qu'elle va dire, ce qu'elle va faire, et elle demande aux parlementaires, vous en pensez quoi? Et elle monte à Bruxelles, en quelque sorte, fort de ce que lui a dit le Parlement danois. Donc elle peut, dans la discussion. En France, nous n'avons absolument pas ce type d'habitude, puisque notre Premier ministre est nulle part dans les institutions européennes. Il n'apparaît nulle part. Le seul au Conseil européen, c'est le président de la République, qui est Conseil européen, et les ministres sont dans les conseils de l'Union, cette fois-ci, mais pas notre Premier ministre. Et il n'y a pas le président de la République, pour des raisons constitutionnelles complexes, je ne vais pas rentrer dans le détail, le président de la République ne va pas devant le Parlement en disant « bon, vous voulez que je fasse quoi, vous pensez quoi ?» enfin, ainsi de suite. Madame Merkel fait exactement pareil devant le Bundestag. Elle va devant le Bundestag et elle sent le pouls, si l'on peut dire, des députés allemands pour voir si on peut aller dans ce sens ou dans ce sens-là. Mais en France, néanmoins, et la Constitution a été modifiée sous cet angle, en France, néanmoins, dès qu'il y a un projet de directive, le projet de directive est adressé, et c'est une obligation qu'a la Commission européenne, le projet de directive est adressé aux 28 parlements nationaux. Adresser le projet, je dis bien, de directive aux 28 parlements nationaux pour que les parlements nationaux s'imprègnent en quelque sorte de ce travail de la directive et puissent, face au gouvernement, dire ah, là on est plus ou moins d'accord, là on est d'accord, et qui est un travail en quelque sorte de consensus national sur ce point-là, vous voyez, en amont. Parce que la fabrication du droit européen est d'une autre nature que la fabrication du droit national. Vraiment, la fabrication. D'abord, c'est beaucoup plus long. Beaucoup plus long. En France, je dis, en m'amusant quelque peu, allez, fabriquer une loi en urgence, 3 semaines c'est bon. En urgence, je dis bien, en urgence, bien évidemment. 3 semaines c'est bon, une majorité totale qui suit le président de la République, à l'Assemblée nationale, ça peut aller extrêmement rapidement. Hop, Sénat, bon, seulement en urgence, bien évidemment. Dans le système européen, c'est impossible. C'est impossible. La Commission, elle a un projet de directive. Elle va consulter les 28 administrations des 28 États membres compétents sur le projet de directive. Les 28. Et voir comment les 28 administrations ressentent ce projet. Je dis bien les administrations, hein, consulter dans leur propre langue. Hein, c'est ça aussi d'ailleurs, hein, c'est très important. Hein. Vous en pensez quoi? Et si elles rencontrent une sorte déjà de quasi-unanimité des 28 administrations, eh bien, des administrations, on monte un projet de directive qui va être adressé au Conseil des ministres et au Parlement. Mais les ministres, ils viennent avec qui? Leurs principaux collaborateurs de l'administration qui a été consultée quand ils sont à Bruxelles. À côté d'eux, il y a le directeur de l'administration qui a été consulté. Et dans le train ou dans l'avion, le directeur, il dit au ministre, alors sur ce sujet-là, on est tous d'accord, les 28 c'est d'accord, sur ce sujet-là, vous voyez, cette dimension. Après, navette entre Parlement et Conseil de l'Union, et l'ordre du jour du Conseil de l'Union, on avait été d'ailleurs avec Katia là-bas, à Bruxelles, au Conseil de l'Union, l'ordre du jour, c'est l'ordre du jour A et l'ordre du jour B. Et ça, c'est très peu connu, mais ça, c'est le système européen, bien évidemment. Ordre du jour A,
c'est vote sans discussion. Vote des 28 ministres sans discussion. Ordre du jour B, vote précédé d'une discussion. Et dans l'ordre du jour A, il n'y a pas besoin de discussion puisque les 28 États sont déjà d'accord. Et que le Coreper, c'est-à-dire les ambassadeurs près de l'Union européenne, sont tous mis d'accord, eh bien, adopté, adopté. Et le président de séance, c'est assez fascinant de voir ça, qui est un ministre, en ce moment c'est les ministres roumains qui sont là. Bien, il fait quoi? Il regarde les 27 autres, pas d'opposition, adopté. Pas d'opposition, adopté. Et il fait 1 heure comme ça, pas d'opposition, adopté, pas d'opposition, adopté, pas d'opposition, adopté. Et il suffit qu'il y ait un ministre, je ne sais pas, moi, bulgare, tout proche de la Roumanie, là, qui fait une drôle de bouille. Ah, le ministre roumain est opposé. On l'enlève de l'ordre du jour. Ça reviendra plus tard. Et ça revient 6 mois après. Parce que ça a manifesté qu'il n'y avait pas d'unanimité. Vous voyez cette dimension. La navette entre les... Donc c'est la recherche permanente du compromis, du compromis, du compromis. Avantage et inconvénient du compromis, bien évidemment. Mais vous voyez, c'est sous cette forme que ça fonctionne. Très bien, merci beaucoup. On va s'arrêter là. Merci à vous. Merci.